Je me souviens encore de ce quartier où tout semblait immobile, comme figé dans une carte postale jaunie par le temps. Les rues étaient étroites mais propres, bordées de platanes qui, chaque automne, laissaient tomber leurs feuilles mortes, en tapis craquant sous nos pas. Les maisons, serrées les unes contre les autres, formaient un ensemble hétéroclite. Certaines façades étaient rénovées, brillantes de peinture fraîche, tandis que d'autres laissaient apparaître les fissures et les briques nues, témoins d'années de négligence. Pourtant, dans cette diversité, il y avait une harmonie étrange, une sorte d'équilibre silencieux qui donnait au quartier son âme. Les voisins se connaissaient tous, du moins en surface. On se saluait d'un signe de tête, on échangeait quelques mots banals sur la météo ou le prix des légumes au marché. Mais derrière ces politesses, chacun observait l'autre. Chacun savait un peu trop bien ce qui se passait derrière les rideaux. Ici, les rumeurs circulaient plus vite que le vent qui traversait la place centrale. Si quelqu'un changeait de voiture, recevait un visiteur inattendu ou laissait traîner ses poubelles un jour de trop, l'information faisait le tour des cafés et des boulangeries avant même que la journée ne s'achève. C'est dans cet environnement que j'ai grandi. Pour moi, chaque recoin avait une odeur et une voix. Le kiosque à journaux sentait l'encre et le papier humide. La petite épicerie, tenue par Madame Besson, résonnait des claquements secs de sa caisse enregistreuse. Le dimanche matin, les cloches de l'église résonnaient jusque dans notre appartement, et je voyais parfois mon père fermer les yeux, comme pour se rappeler qu'il avait eu, lui aussi, des dimanches de fête, avant que la vie ne le cloue, sur une chaise roulante. Je savais que, dans ce quartier, tout geste était scruté, et c'est peut-être ce qui me pesait le plus. Sortir avec mon père signifiait affronter les regards insistants, les murmures étouffés. Pourtant, le quartier, dans son apparente tranquillité, n'avait jamais cessé de me fasciner. Il y avait les rires des enfants jouant au ballon contre les murs décrépits, les conversations passionnées des anciens installés sur les bancs publics, et ce parfum de pain chaud qui s'échappait de la boulangerie à l'angle, comme une promesse rassurante que la vie, malgré tout, continuait. Je me rappelle surtout des fins d'après-midi, quand la lumière dorée s'étirait le long des façades, donnant aux choses les plus banales une beauté inattendue. Les fenêtres s'illuminaient les unes après les autres, et derrière chacune d'elles se cachait une histoire, une famille, des secrets. C'était un théâtre vivant, et moi, je faisais partie de ce décor, sans pouvoir m'en détacher. Le quartier me tenait, avec ses habitudes rassurantes, mais aussi ses pièges invisibles, celui du regard des autres, de leur jugement permanent, qui pesait sur mes épaules comme une ombre dont je ne pouvais me libérer. C'est dans cette atmosphère que commença cette histoire, la mienne, celle d'une faute que je n'ai cessé de revivre depuis. Car dans un quartier tranquille, un seul geste, une seule parole, peut devenir un écho qui résonne pendant des années. Mon père. Je ne peux pas parler de ce quartier sans que son visage ne s'impose à ma mémoire. C'était un homme qui avait connu la force, la vigueur et le travail manuel avant que le destin ne lui arrache tout. Un accident brutal, banal, peut-être pour d'autres, mais fatal pour lui, l'avait privé de ses jambes. Dès lors, il était devenu prisonnier d'un fauteuil roulant, condamné à observer le monde d'en bas, à hauteur de genoux, alors qu'il avait passé sa vie à se tenir droit, les épaules larges et la démarche assurée. Avant cet accident, il avait été ouvrier maçon. Ses mains, épaisses et rugueuses, portaient encore les traces de la pierre et du ciment, même longtemps après qu'il avait dû cesser de travailler. Je me souviens de la fierté avec laquelle il parlait des maisons qu'il avait construites. « Celle-ci, regarde, c'est moi qui ai posé les fondations », disait-il en me montrant une bâtisse au coin de la rue. Mais après sa chute sur le chantier, plus rien n'avait été pareil. Sa voix s'était faite plus basse, son regard plus discret, et son sourire plus rare. Pourtant, il continuait d'exister avec une dignité qui me serrait le cœur. Une dignité que je n'ai pas su reconnaître à temps.
La vie discrète qu'il menait dans notre appartement était faite de gestes lents, méthodiques. Chaque matin, il se levait tôt malgré tout, préparait son café noir et s'installait près de la fenêtre, observant les passants. C'était sa façon de voyager, de rester en contact avec la vie qui continuait dehors. Il ne se plaignait jamais. Il avait appris à rester dans l'ombre, à ne pas déranger, à ne pas attirer l'attention sur lui. Ses conversations étaient sobres, presque murmurées, comme s'il craignait de prendre trop de place, même dans notre propre maison. Pour les voisins, il était le pauvre monsieur en fauteuil, une silhouette que l'on croisait parfois quand je le poussais dans la rue, mais qui se fondait vite dans l'arrière-plan de leur vie. Certains lui adressaient un sourire poli, d'autres détournaient le regard, gênés. Lui, il hochait simplement la tête, reconnaissant de la moindre marque de considération, même la plus superficielle. Dans son monde réduit, chaque signe d'humanité avait de la valeur. Je revois aussi sa patience infinie. Quand je rentrais tard, il m'attendait, les yeux fatigués, mais bienveillants. Quand je m'agaçais de ses questions, il se taisait, préférant encaisser mes silences plutôt que de créer un conflit. Il avait cette capacité étrange à accepter l'ingratitude sans rancune, comme s'il savait déjà que son rôle n'était plus d'être admiré, mais simplement d'être là, une présence fragile et constante. Et pourtant, derrière son effacement, il y avait tant d'amour. Je le voyais dans ses yeux chaque fois qu'il posait son regard sur moi, comme s'il déposait sur mes épaules l'héritage de toute sa tendresse et de toute sa fierté. Mais cet amour silencieux, je ne savais pas encore combien il était précieux. À l'époque, je le percevais comme une lourdeur, un rappel gênant de ma différence. J'étais jeune, pleine de désirs d'ailleurs, et lui représentait tout ce que je voulais fuir. La dépendance, la faiblesse, la honte. Ce père, pourtant, n'avait jamais cessé de m'élever à sa manière, dans le silence et le sacrifice. C'est dans cette discrétion qu'il vivait, chaque jour, comme un fantôme bienveillant dans ma vie, invisible aux yeux du quartier, mais indispensable à ma survie. Il y avait entre mon père et moi un fil invisible, fragile mais tenace, que personne d'autre ne pouvait réellement voir. À l'extérieur, il apparaissait comme un fardeau silencieux que je poussais dans son fauteuil. Mais à l'intérieur, dans l'intimité de nos murs, ce lien se révélait dans 1000 petits gestes, dans ces instants fugaces où l'amour se cachait derrière la pudeur. Je me rappelle de nos soirées, quand la télévision diffusait ses vieux films préférés, en noir et blanc. Il connaissait chaque réplique par cœur, et parfois, il se mettait à les réciter avant même que l'acteur n'ouvre la bouche. Je faisais semblant de m'agacer. « Papa, tu gâches tout, laisse-les parler !» Et lui, il riait doucement, d'un rire discret, étouffé, comme s'il s'excusait d'exister trop fort. Pourtant, dans ces moments, il y avait une complicité, muette, qui me réchauffait malgré moi. Il avait aussi cette habitude étrange de garder toutes mes lettres d'école, mes dessins maladroits, mes carnets de notes. Je les retrouvais parfois rangés dans une vieille boîte en fer, soigneusement pliée, comme si chaque trace de moi était une relique. Quand je lui demandais pourquoi il conservait ces bricoles sans valeur, il répondait toujours la même chose. « Don't, parce que c'est toi. Et ça vaut plus que tout l'or du monde. » Je haussais les épaules, mais au fond de moi, une chaleur montait, que je refusais de reconnaître. Nous avions aussi nos secrets partagés. Quand il m'arrivait de pleurer en cachette, fatigué de me sentir différente des autres à cause de lui, il venait doucement poser sa main sur la mienne et murmurait « Je comprends, mais sache que tu n'es pas seul. » Il ne me jugeait jamais, il ne cherchait pas à me sermonner. Sa seule présence suffisait à calmer mes tempêtes. Pourtant, ce lien, aussi fort qu'il ait été, restait caché. Devant les voisins, devant mes amis, je ne laissais rien paraître. J'avais honte de montrer combien j'avais besoin de lui. J'avais peur que son fauteuil, son infirmité, deviennent mon identité aux yeux des autres.
Alors je dissimulais. Je feignais l'indifférence, parfois même la froideur. Mais une fois la porte refermée, il redevenait mon refuge, mon unique certitude dans un monde où je me sentais constamment jugé. Il me disait souvent « Un jour, tu comprendras que ce que nous partageons, personne ne pourra jamais te l'enlever. » Je ne voulais pas l'entendre. Je pensais qu'il exagérait, qu'il se rassurait en me liant à lui. Mais aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. Ce lien secret que j'ai voulu, à mesure que je grandissais, quelque chose changeait en moi. Le quartier tranquille, ses bancs usés, ses commérages de voisins, tout cela commençait à m'étouffer. J'avais l'impression que chaque regard pesait sur mes épaules, que chaque sourire poli cachait une pitié silencieuse. La pauvre, avec son père infirme. Cette pensée me rongeait. Je rêvais d'une vie plus grande, d'une existence débarrassée de ces chaînes invisibles qui me retenaient à cette image figée. À l'école déjà, je m'étais accroché à mes études, comme à une bouée de sauvetage. Je voulais réussir, briller, dépasser les limites que la vie semblait m'avoir imposées par procuration. Mon père, lui, m'encourageait dans ce chemin. Il me répétait sans cesse « Travaille dur, ma fille, va plus loin, que moi va plus loin que ces murs. » Mais je sentais dans son regard un mélange de fierté et d'angoisse, comme s'il pressentait que ma volonté d'ascension me mènerait loin, peut-être trop loin de lui. À l'adolescence, l'ambition devint obsession. Je voulais plaire, je voulais être reconnu. Je passais des heures devant le miroir à me coiffer, à choisir mes vêtements, à imaginer des scénarios où je me tenais au centre de toutes les attentions, entouré de regards admiratifs. Dans ces rêves, mon père n'existait pas. Son fauteuil, sa silhouette courbée, ses mains calleuses, tout cela disparaissait comme une ombre qu'on efface d'un coup de lumière. Et plus mes ambitions grandissaient, plus je ressentais son existence comme un obstacle. Chaque fois qu'il voulait m'accompagner, même pour une promenade simple, je voyais non pas l'amour d'un père, mais le poids d'une différence que je n'assumais pas. Il y avait en moi une colère sourde, injuste, qui jaillissait parfois en paroles dures. « Tu ne comprends pas, papa. Avec toi, je me sens prisonnière. » Je revois son visage dans ces instants. Il baissait les yeux, il se taisait, et son silence résonnait comme un coup de tonnerre. Pourtant, il ne me reprochait rien. Jamais. Les voisins, eux, nourrissaient, sans le vouloir, mes contradictions. Ils me félicitaient pour mes résultats scolaires, pour ma politesse, pour ma tenue. Mais derrière chaque compliment, j'entendais un sous-entendu que je n'arrivais pas à supporter. Elle s'en sort bien malgré son père. C'était cette phrase invisible, gravée dans tous les regards, qui me poussait à rêver d'une autre identité, d'une version de moi débarrassée de cette tâche qui, je le croyais, me définissait. L'ambition me brûlait de l'intérieur. Je voulais être quelqu'un que l'on respecte, quelqu'un dont on parle avec admiration, et non avec compassion. Mais je ne savais pas encore qu'en courant vers ce rêve, je creusais un gouffre entre mon père et moi, un gouffre que je n'arriverais plus jamais à combler. Dans ce quartier où chaque fenêtre était un œil, où chaque porte entr'ouverte laissait filtrer des échos de conversation, rien n'échappait aux voisins. Le moindre détail devenait sujet d'interprétation. Chaque geste se transformait en anecdote amplifiée, et je savais que, sans le vouloir, nous étions au centre de ce théâtre permanent. Les regards se posaient sur nous quand je poussais le fauteuil de mon père dans la rue. Certains souriaient, compatissants, trop compatissants. D'autres détournèrent les yeux, comme si la vue d'un homme infirme leur rappelait une fragilité qu'ils préféraient ignorer. Mais le plus insupportable restaient les chuchotements. Un mot ici, un souffle là. La pauvre petite, avec un père comme ça. Elle est courageuse, mais sa vie sera difficile. Ces phrases, je ne les entendais pas toujours clairement, mais je les devinais dans l'air, comme des flèches invisibles qui me transperçaient le dos.
À la boulangerie, les conversations glissaient souvent sur nous, sans même que les gens s'en rendent compte. Madame Lemoine, par exemple, me regardait avec une douceur exagérée quand je venais chercher du pain. « Alors, ma belle, comment ça va à la maison ?» Je savais que derrière cette question anodine se cachait une curiosité brûlante. Elle voulait savoir si mon père allait mieux, s'il souffrait, s'il coûtait cher, si ma vie n'était pas trop lourde. Et moi, je répondais avec des sourires forcés, des phrases brèves, pour couper courte aux investigations. Le pire, c'était les enfants du quartier. Dans leur innocence cruelle, ils m'imitaient, parfois, poussant un camarade assis sur une caisse pour mimer mon père. Ils riaient, et chaque éclat de rire résonnait en moi comme une gifle. Mon père n'entendait pas toujours, ou il faisait semblant de ne pas entendre. Mais moi, je brûlais de honte. Je sentais mes joues rougir, mes poings se serrer. Et plus les rumeurs circulaient, plus je construisais une façade. Je voulais paraître forte, indépendante, détachée de cette image qu'il me renvoyait. Je riais plus fort, je parlais plus vite, je multipliais les signes de normalité comme pour leur dire « Regardez-moi, je suis comme vous, ne me réduisez pas à lui ». Pourtant, au fond, je savais que leur curiosité ne s'éteindrait jamais. Dans un quartier comme le nôtre, l'infirmité de mon père était une histoire vivante, un fil rouge que chacun tirait à sa manière. Et plus il parlait, plus mon désir de m'en détacher grandissait. C'est ainsi que, peu à peu, je me suis laissé piéger par ce besoin de reconnaissance, jusqu'à oublier que derrière leurs murmures, il y avait un homme qui, lui, ne m'avait jamais jugé. Je me souviens du jour où tout a basculé. C'était un matin d'été, chaud et lumineux, quand le facteur a glissé dans notre boîte aux lettres une enveloppe décorée de petits dessins colorés. J'ai ouvert le courrier d'un geste rapide, sans me douter de ce qu'il contenait. À l'intérieur, une carte invitait tous les habitants du quartier à une grande fête organisée sur la place centrale. Un buffet partagé, de la musique, des jeux pour les enfants et surtout la promesse d'un moment convivial où chacun pourrait se retrouver. Je me souviens de mon cœur qui s'est mis à battre plus vite. Une fête de quartier signifiait des regards, des conversations, des occasions de se montrer. J'y ai vu une chance, presque une scène de théâtre où je pourrais prouver que j'étais autre chose que la fille du père infirme. C'était une opportunité d'exister autrement, d'être remarqué pour ma jeunesse, mon allure, mon sourire, et non pour le fauteuil qui m'accompagnait toujours dans l'ombre. Mon père, lui, a tout de suite manifesté son enthousiasme. Ses yeux se sont illuminés quand il a vu l'invitation. « Ce serait bien d'y aller, tu ne crois pas ? Cela nous ferait du bien. Et puis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les voisins. » Sa voix avait ce timbre doux, plein d'attente, comme un enfant qu'on autorise à sortir après une longue punition. J'ai senti un pincement dans ma poitrine, mais déjà, mon esprit s'emballait ailleurs. La fête, les rires, les discussions, animées. L'image de moi circulant librement parmi les gens, enfin, débarrassé de son ombre. Les jours qui ont suivi, je n'ai pensé qu'à ça. Quelle robe porter? Comment me coiffer? Quels mots choisir pour paraître spirituelle et confiante? J'imaginais les compliments, les regards admiratifs, les sourires des jeunes de mon âge qui, peut-être, me verraient enfin autrement. L'idée de mon père à mes côtés assombrissait ce tableau. Je craignais son fauteuil, ses gestes lents, son silence pesant. Je craignais surtout les murmures qui ne manqueraient pas de renaître. C'est son père, le pauvre homme. Pourtant, chaque soir, il me parlait de la fête, comme si c'était l'événement de l'année. Tu verras, ils seront contents de nous revoir. Peut-être que Madame Besson apportera son fameux clafoutis, et puis, la musique. Ah, ça fait si longtemps que je n'ai pas dansé, même si ce n'est que dans ma tête. Il riait doucement, et ce rire me déchirait autant qu'il m'irritait. Je me sentais piégé entre son désir simple, pur, d'appartenir à ce moment collectif, et mon besoin brûlant de m'en détacher,
de briller sans lui. L'invitation à cette fête n'était pas qu'une carte colorée. C'était une épreuve, une confrontation entre deux mondes. Celui de mon père, qui cherchait un peu de chaleur humaine malgré sa discrétion forcée, et le mien, avide de reconnaissance, prêt à tout pour échapper à l'étiquette qu'on m'avait collée. Ce jour-là, sans le savoir encore, j'avais accepté une invitation à la trahison. Les jours qui ont précédé la fête furent pour moi un mélange d'excitation et d'angoisse. Je voulais que tout soit irréprochable. Dans ma chambre, devant le miroir taché qui reflétait mes rêves d'ascension, je passais des heures à essayer différentes robes, à me coiffer, à m'imaginer sous la lumière des guirlandes accrochées sur la place centrale. Chaque pli de tissu, chaque nuance de maquillage devenait une arme, une barrière contre les regards compatissants ou moqueurs qui m'avaient trop souvent blessé. Je me souviens d'avoir ouvert le vieux coffre où je rangeais mes affaires, les plus précieuses. J'y avais caché une robe légère, couleur ivoire, que j'avais économisée pour acheter. Elle n'était pas neuve, mais elle avait ce charme discret, cette élégance simple qui, je l'espérais, ferait oublier tout, le reste. Je l'ai sortie, l'ai passée contre moi, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie belle. Pas belle malgré quelque chose, mais belle tout court. Mon père me regardait, assis dans son fauteuil, avec ce sourire qui me troublait, toujours. « Tu es magnifique, ma fille. Les voisins n'auront Dieu que pour toi. » Sa voix était emplie de fierté, mais aussi d'une douceur douloureuse, parce que derrière son compliment, je sentais le poids d'une vérité. Il voulait être là, à mes côtés, témoin de ce moment où peut-être je m'élèverais enfin aux yeux des autres. Je répondais par un sourire forcé, tout en réajustant ma coiffure. « Papa, tu dis ça pour me rassurer ?»« Non, je dis ça parce que c'est vrai. » Il avait ce regard sincère qui désarmait. Mais moi, je ne voulais pas être désarmé. Je voulais me convaincre que je pouvais exister seul, briller seul. Alors je détournais la conversation, parlant de la fête, des musiques qu'on allait sûrement jouer, de la chaleur de l'été. La veille du grand jour, je n'ai presque pas dormi. Dans ma tête, je répétais les phrases que je dirais, les sourires que j'offrirais, les gestes gracieux que je ferais. Je m'imaginais déjà entouré de compliments, de regards admiratifs. J'étais prête à tout pour imposer cette image, nouvelle de moi, confiante, radieuse, détachée de l'ombre pesante de mon père. Et pourtant, dans un coin de mon cœur, une inquiétude sourde grandissait, parce que je savais qu'il attendait cette fête avec la même impatience que moi. Il en parlait encore, le soir même, quand je suis allé me coucher. « Demain, ça va être une belle journée, tu verras. J'ai hâte, ma fille. » Sa voix tremblait légèrement, comme celle d'un homme qui redécouvre l'espoir. Moi, allongé dans l'obscurité, je fixais le plafond, le cœur battant. Demain, tout allait se jouer, mais pas de la manière que lui espérait. Le matin de la fête, je fus réveillé par un bruit familier, le frottement discret des roues du fauteuil de mon père sur le parquet. J'ouvris les yeux et le vis déjà habillé, coiffé de sa casquette qu'il réservait aux grandes occasions, la chemise soigneusement boutonnée malgré ses doigts maladroits. Ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il ressemblait à un enfant impatient, prêt à partir pour une aventure. « Tu es déjà prêt, papa ?» demandai-je en forçant un sourire. « Bien sûr, » répondit-il, avec un enthousiasme qui me serra la gorge. « C'est aujourd'hui, non? On va à la fête. J'aimerais tellement revoir tout le monde. Cela fait si longtemps. » Sa voix était tremblante, pleine de cette fierté humble que seuls les hommes brisés savent encore porter. Je sentis mon cœur se serrer, mais aussitôt, une autre pensée me heurta. L'image de moi, radieuse, traversant la place, sous les tchontek, regards admiratifs, et lui, avançant lentement derrière moi, cloué à son fauteuil. Ce tableau me glaça. Je me dirigeai vers le miroir et commençai à ajuster ma robe ivoire
comme pour ignorer sa présence. Mais je le vis dans le reflet. Il me suivait du regard, attendant un signe, un mot qui confirmerait qu'il avait sa place à mes côtés. « Papa, tu es sûr que tu veux venir ?» murmurai-je, la voix hésitante. Il me répondit aussitôt, sans laisser place au doute. « Évidemment que je veux venir. C'est la fête du quartier, notre quartier. Et puis, je veux être là avec toi. Tu es ma fierté, ma raison de sourire. Pourquoi resterais-je enfermé alors que je peux partager ce moment avec toi ?» Ces mots frappèrent en moi comme des coups de marteau. « Tu es ma fierté. » Je savais qu'il le pensait. Mais moi, pouvais-je en dire autant devant les autres? Une lutte intérieure s'alluma. J'avais rêvé de ce jour comme d'un triomphe personnel, une sortie hors de l'ombre. Sa présence menaçait de transformer ce triomphe en humiliation. Je baissai la voix, presque coupable. « Mais tu sais, papa, il y aura beaucoup de monde. Tu risques de te fatiguer. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis plus fort que... » « J'en ai l'air, » répondit-il avec un petit sourire. « Et si je me fatigue, il y aura toujours une chaise, un coin tranquille. Ce qui compte, c'est d'être là, avec toi. » Il avait déjà tout prévu, déjà tout décidé. Ses yeux pétillaient d'un bonheur simple, authentique, que je n'avais pas la force de briser. Alors je me tus, mais en moi, une ombre grandissait. Je savais qu'il viendrait. Je savais que je ne pourrais pas l'empêcher. Et déjà, la honte anticipée me rongeait, cette honte injuste, cruelle, que je ne pouvais avouer à personne. Ce matin-là, il se voyait comme un père fier d'accompagner sa fille à la fête. Moi, je me voyais comme une fille condamnée à cacher son père. Et dans ce décalage, se préparait la tragédie que je n'ai jamais cessé de revivre depuis. Je n'ai jamais oublié les heures qui ont précédé la fête. C'était comme si deux forces contraires se disputaient mon âme. D'un côté, il y avait cette voix douce mais obstinée, celle de mon père, pleine d'amour et d'orgueil, qui rêvait simplement de partager un moment de vie, de se montrer encore une fois parmi les siens, de prouver qu'il existait toujours malgré son fauteuil. De l'autre, il y avait ma propre voix, plus dure, plus glaciale, qui répétait en boucle « Si tu y vas avec lui, tu redeviendras la fille du pauvre infirme. Tous tes efforts pour briller, tous tes rêves d'indépendance seront balayés en une seconde. » Je m'habillais lentement, comme si chaque bouton fermé, chaque geste retardait l'inévitable. Mon père me regardait, admiratif, et je sentais sa fierté emplir la pièce. Il ne disait rien, mais son silence parlait pour lui. Il s'imaginait déjà à mes côtés, roulant doucement au milieu des voisins, souriant à leur salut, heureux de montrer sa fille si belle, si pleine de vie. Je me suis approchée de lui, hésitante. « Papa, tu sais, tu n'es pas obligé de venir. Je peux très bien y aller seul. » Il m'a regardé, surpris, presque blessé. « Pourquoi? Tu as honte de moi ?» Cette question, simple, directe, m'a coupé en deux. Je suis resté figé, incapable de répondre. Lui, il a détourné les yeux, comme s'il regrettait d'avoir mis des mots sur ce que je n'osais pas avouer. À ce moment-là, j'ai senti toute la gravité de mon dilemme. Honorer mon père, c'était l'accompagner, accepter son fauteuil, son image fragile, et affronter les regards. Mais céder à mon désir de reconnaissance, c'était le laisser derrière moi, le trahir, en silence. Deux chemins se dressaient, devant moi, et aucun ne me semblait supportable. Je me suis revu enfant, marchant fièrement à ses côtés, tenant sa main calleuse sans crainte du monde. Puis, je me suis vue adolescente, rougissant chaque fois qu'on nous dévisageait, priant pour disparaître sous terre. Ces souvenirs s'entrechoquaient, me rendant folle. La voix de mon père, à nouveau, est venue briser mon tourment. « Ne t'inquiète pas, ma fille. Je sais que tu veux profiter. Je ne veux pas être un poids. Mais laisse-moi juste essayer. Une dernière fois. » Ces mots ont planté une épine en moi.
une dernière fois, comme s'il savait que ces occasions de vivre le monde dehors s'épuisaient, comme s'il me demandait non pas une faveur, mais un adieu. Et moi, aveuglé par ma soif de paraître, je me suis accroché à mon égoïsme, incapable de choisir l'honneur sans ressentir la honte. Ce dilemme m'a accompagné tout au long du chemin vers la fête. Chaque pas résonnait comme une trahison. Annoncé, chaque battement de mon cœur rappelait la vérité. Quoi que je décide, une partie de moi serait perdue pour toujours. Je revois encore la place ce soir-là, baignée de guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres et les lampadaires. L'air embaumait le pain chaud, les tartes aux fruits, le vin rouge qui coulait déjà dans les verres. Les rires s'élevaient, légers, insouciants, et chaque éclat de voix résonnait comme une promesse de fête. Les enfants couraient entre les tables, leurs ballons colorés flottant au-dessus des têtes, et les adultes discutaient par petits groupes, heureux de se retrouver hors du quotidien. J'avançais d'un pas assuré, ma robe ivoire caressant mes jambes, mes cheveux soigneusement coiffés. Je sentais déjà les regards se tourner vers moi. Certains voisins m'adressaient des sourires chaleureux, d'autres hochaient la tête en signe de reconnaissance. Pour un instant, j'ai cru que tout était possible, que l'on me voyait enfin comme une jeune femme pleine d'avenir et non plus comme la fille du pauvre infirme. Mais ce rêve fragile se fissura dès que je perçus, derrière moi, le grincement familier des roues du fauteuil de mon père. Il avançait lentement, ses mains tremblantes poussant les cercles métalliques, mais son visage rayonnait. Il souriait à tout le monde, saluait de la tête, comme s'il retrouvait une famille perdue depuis trop longtemps. « Bonsoir, monsieur Delmas », lança un voisin, en s'approchant avec bienveillance. « Ah, quel plaisir de vous voir parmi nous !» ajouta une autre, les yeux brillants de curiosité. Je sentis les regards changer. De l'admiration naissante pour moi, ils glissèrent vers lui, vers nous. Je crus lire dans leurs yeux cette compassion dont je ne voulais plus. Quelle fille admirable! Elle sort avec son père infirme. Mon cœur se serra. Je répondis au sourire d'un air figé, mes lèvres tendues dans une expression qui se voulait élégante, mais qui trahissait mon malaise. Mon père, lui, savourait chaque seconde. On aurait dit qu'il buvait la lumière, qu'il se gorgeait de ces instants comme d'une revanche sur toutes ces années d'ombre. « Regarde comme ils sont contents de nous voir », murmura-t-il, ses yeux pétillants de joie. Ces mots tombèrent sur moi comme une pierre, parce qu'à cet instant précis, je ne voyais pas la joie des voisins, mais leur curiosité, leur pitié déguisée. Et plus ils souriaient, plus je sentais monter en moi une colère sourde, née de la honte. La fête venait à peine de commencer, et déjà je savais que la soirée se transformerait en épreuve. L'ivresse joyeuse des autres me paraissait lointaine, inaccessible. Pour moi, chaque sourire devenait une menace, chaque regard une accusation silencieuse. Et dans ce décor, de musique et de lumière, l'histoire que j'allais écrire avec mon père prenait le chemin du drame. La place vibrait sous les éclats de rire, les chansons populaires que l'accordéon d'un voisin lançait à la cantonade, les vers qui tintaient. Je circulais d'un groupe à l'autre, feignant d'être à l'aise, adressant des sourires polis, des phrases bien placées. J'essayais d'oublier sa présence, de me dissoudre dans la foule, d'exister enfin par moi-même. Mais je savais qu'il était là, pas loin, avançant avec cette lenteur propre à son fauteuil, essayant de ne gêner personne. Mon père avait cette habitude étrange. Il ne voulait jamais déranger. Même dans une fête, il cherchait les zones d'ombre, les coins où il pensait être moins visible. Pourtant, ce soir-là, il ne pouvait s'empêcher de vouloir me rejoindre. Je le voyais, à travers la foule, me suivre des yeux avec une tendresse désarmante. Dès que je m'arrêtais pour discuter, il orientait son fauteuil dans ma direction, poussant sur ses roues avec des gestes hésitants, parfois maladroits. « Excusez-moi, pardon. »
murmurait-il chaque fois qu'il frôlait un convive. Certains se penchaient pour l'aider à passer, d'autres s'écartaient en silence. Tous, sans exception, le remarquaient, et chaque regard posé sur lui rejaillissait sur moi comme une brûlure. Je sentis mes joues s'empourprer quand une voisine lança, assez fort pour être entendue: « Quel courage, monsieur Delmas! C'est beau de vous voir ici ce soir. » Mon père répondit par un sourire rayonnant. Mais moi, je fus transpercé. Courage? Non, ce mot sonnait pour moi comme une condamnation. Derrière le compliment, je n'entendais que « Quelle chance pour lui d'avoir une fille qui s'occupe de lui! Quelle lourde charge pour elle !» Alors, pour échapper à cette impression, j'accélérais le pas, passant d'un groupe à l'autre, multipliant les rires forcés, les conversations creuses. Mais lui, obstinément, me suivait, essayant de réduire la distance, comme s'il voulait partager ma soirée, être intégré à mon univers. Je me rappelle l'instant précis où il réussit à se faufiler jusqu'à moi. J'étais entouré de 3 jeunes du quartier qui me complimentaient sur ma robe. Je savourais cette attention rare, cette reconnaissance fragile. Puis j'entendis le bruit des roues derrière moi, et soudain, son ombre se projeta sur nous. « Bonsoir, les jeunes, » dit-il, avec ce ton simple, presque timide. « Je suis le père de... » Je n'eus même pas le temps de réagir. Les regards se tournèrent vers lui, puis vers moi. Un silence flottant s'installa, fait de sourires embarrassés et de gestes maladroits. J'aurais voulu disparaître, m'évaporer, fuir ce face-à-face qui me glaçait le sang. Mon père, lui, croyait bien faire. Il ne voyait pas ma gêne, ou peut-être refusait de la voir. Ses yeux brillaient d'une joie naïve, d'une fierté simple. Il voulait être là, à mes côtés, reconnu comme mon père. Mais pour moi, chaque seconde de cette proximité sonnait comme une menace, la promesse d'un instant où le masque que j'avais construit se fissurerait. Je me souviens de ces premiers échanges comme d'un piège qui se refermait lentement autour de moi. La musique battait son plein, les rires continuaient de jaillir tout autour, mais dans le petit cercle où je me tenais, l'air était devenu lourd, presque suffocant. Mon père, assis dans son fauteuil, me regardait avec une fierté tranquille, persuadé de m'accompagner dans un moment de gloire. Moi, j'essayais de garder mon sourire figé, tout en sentant les regards curieux des voisins se poser tour à tour sur lui et sur moi. Une voisine, Madame Lemoine, s'approcha la première. Elle avait ce ton mielleux qui me hérissait toujours, trop sucré pour être sincère. « Alors, ma chère, tu es venue avec... Monsieur, » dit-elle en désignant mon père d'un petit geste de la main. Je sentis le rouge me monter aux joues. Mon père répondit avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. « Oui, c'est moi, son père. C'est un plaisir de vous retrouver. » Le mot « père » résonna dans l'air comme un coup de marteau. Tous les visages se tournèrent vers moi, attendant ma confirmation. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait, jusque dans ma robe. Un jeune voisin ajouta, avec un sourire gêné, « On ne vous voit pas souvent ensemble. » Je lâchai un rire nerveux, tentant de balayer la remarque. « Oh, vous savez, avec les études, le travail, je suis souvent prise. » Mais mon père, lui, continuait, inconscient du malaise qui grandissait en moi. « Elle a toujours été très occupée, mais elle reste ma plus grande fierté. J'aime la voir briller, ici, parmi vous. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, me transpercèrent. Au lieu de m'élever, ils m'écrasaient. Je vis déjà les pensées courir dans la tête des voisins. Quelle belle relation! Mais quelle charge aussi, ce pauvre homme dépend tant d'elle. Je tentais de détourner la conversation. « Alors, Madame Lemoine, vous avez préparé votre fameux clafoutis ?» Mais la vieille dame, perspicace, n'en démordit pas. « Oui, bien sûr. Mais dis-moi, ma chérie, tu dois être fière d'avoir un père si courageux. » Toujours présent, malgré tout. Je sentis la sueur perler dans mon dos. Courageux, encore ce mot,
qui sonnait comme une condamnation. Les regards étaient lourds, intrusifs. Mon père rayonnait, croyant recevoir des hommages sincères. Mais moi, je me noyais dans un océan de honte. À cet instant précis, j'ai compris que la soirée n'allait pas être une fête pour moi, mais un procès silencieux. Chaque mot, échangé avec les voisins, serait une question déguisée, chaque sourire une étiquette collée à ma peau. Et dans ce cercle oppressant, je sentais déjà mes défenses se fissurer. La nuit était déjà bien avancée, et la place vibrait sous les éclats de musique et les rires. J'essayais de me fondre dans la foule, de détourner les conversations chaque fois qu'elles se rapprochaient trop de lui, de son fauteuil, de notre lien. Mais malgré mes efforts, il était là, bien réel, une silhouette immobile au milieu de l'agitation. Et plus j'essayais de l'effacer de mon univers, plus il attirait malgré lui les regards. C'est alors qu'un voisin, M. Garnier, un homme bavard, connu pour ne jamais garder une pensée pour lui, posa la question qui fit tout vaciller. Il s'était approché avec un verre de vin à la main, rougeaud, le sourire large, la voix forte. « Mais, dites donc, ce monsieur, je ne l'avais jamais vu avant. C'est qui, pour toi ?» La question, jetée comme une plaisanterie, tomba, au milieu de notre petit cercle de voisins. Les conversations se turent autour de nous, comme si chacun attendait la réponse. Les visages se tournèrent vers moi, les sourires suspendus, les oreilles tendues. Mon père, lui, leva timidement la main. « C'est moi. Je suis son père. » Le silence qui suivit me sembla interminable. Monsieur Garnier hocha la tête, surpris, et laissa échapper un petit rire maladroit. « Ah bon? Je ne savais pas. On ne vous voit jamais ensemble. C'est pour ça. Vous gardiez ça secret ?» Autour de moi, des chuchotements commencèrent à circuler. Les yeux des voisins, lourds, de curiosité, s'accrochaient à moi comme pour m'obliger à confirmer. Mon père, lui, ne voyait pas la gêne. Il souriait simplement, heureux d'être reconnu, enfin nommé pour ce qu'il était, mon père. Je sentis mes mains trembler. Tout mon corps criait de répondre, de valider ces mots, mais ma tête hurlait le contraire. Ne le dis pas, pas maintenant, pas devant eux. Tu n'es pas prête à porter ce poids. Ce moment, minuscule en apparence, fut pour moi un gouffre. Un voisin venait, par une simple remarque, de mettre en lumière ce que j'avais tant cherché à cacher. Et il ne me restait plus qu'à choisir, l'assumer ou le nier. Je crois que tout s'est joué en une fraction de seconde, ce genre d'instant suspendu où le monde entier retient son souffle. La musique continuait de résonner au loin, les enfants riaient toujours près des stands de gâteaux, mais autour de moi, dans ce cercle d'adultes et de voisins, il n'y avait plus que silence et regard fixe. M. Garnier, déjà un peu ivre, répéta sa question, cette fois plus fort, comme s'il voulait s'assurer que tout le monde entende. « Alors, c'est ton père, oui ou non ?» Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. Je sentis mon cœur cogner contre ma poitrine, mes mains devenir moites. Tous les yeux s'étaient tournés vers moi, ceux de Madame Lemoine, brillants d'une curiosité mielleuse, ceux des jeunes du quartier, avides de commérage, et surtout les siens, les yeux de mon père, pleins d'attente, pleins d'amour. Il me regardait comme si ma réponse allait tout sceller, comme si, dans cette simple phrase, se jouait la reconnaissance de toute une vie de sacrifice, d'amour silencieux, de patience infinie. Son visage rayonnait d'une espérance fragile. Il voulait que je dise oui, que je l'accepte devant le monde. Mais dans mon esprit, la peur criait plus fort que tout. Je voyais déjà les voisins échanger des chuchotements, leurs regards lourds de pitié. Je me voyais redevenir la fille du pauvre infirme, celle qui ne serait jamais libre de son image. Et mon orgueil, mon besoin d'exister autrement, me poussait vers l'abîme. Le silence s'allongeait, insupportable. Quelqu'un toussota.
Un autre attendit, un sourire figé au coin des lèvres. Puis la question tomba encore, tranchante comme une lame. « Alors? C'est ton père ?» Je crois que j'ai fermé les yeux un instant, priant pour disparaître. Mais quand je les ai rouverts, j'ai vu mon père, ses mains posées sur les roues de son fauteuil, son sourire hésitant. Il ne doutait pas. Pas une seconde, il ne pouvait imaginer que sa propre fille hésiterait à le reconnaître. Et pourtant, c'est à cet instant précis que j'ai senti ma voix se briser, prête à prononcer les mots les plus cruels de ma vie. Il y eut ce vide, ce gouffre, entre la question et ma réponse. Un silence qui n'était plus simplement l'absence de son, mais un poids, une chape de plomb qui s'abattait sur nos épaules. La musique de l'accordéon, au loin, semblait étouffée, comme si même les notes hésitaient à franchir le cercle où nous nous trouvions. Je restais figé, incapable de parler. Mes lèvres tremblaient, mes mains se serraient contre ma robe ivoire. Les regards, eux, se faisaient de plus, en plus lourds. Je sentais la chaleur des lampions brûler ma peau, non pas de lumière, mais de honte anticipée. Un enfant, tenant la main de sa mère, chuchota à voix haute d'une innocence cruelle. Pourquoi elle ne répond pas? Un murmure parcourut le groupe. Certains échangeaient des sourires gênés, d'autres détournaient le regard comme pour m'épargner. Mais c'était pire. Mon père, lui, ne comprenait pas. Je le voyais chercher mes yeux, m'envoyer un regard tendre, rassurant, comme pour dire « Ce n'est pas grave, prends ton temps, je suis là ». Ses mains tremblaient légèrement sur les roues de son fauteuil, mais il gardait ce sourire discret qui me poignardait. Plus les secondes s'écoulaient, plus l'air devenait irrespirable. On entendait le bruit des verres posés sur les tables, le froissement des robes, le raclement d'une chaise qu'on déplaçait au loin. Tous ces petits sons prenaient une ampleur démesurée, accentuant encore l'absence de ma voix. Une voisine, mal à l'aise, tenta de briser le silence. « Ce n'est pas grave, ma chère. Tu n'as pas besoin de… » Mais sa phrase mourut, dans sa gorge. Elle savait, elle aussi, que tout se jouait ici. Je me mordis la lèvre. Mon cœur hurlait de dire « oui », d'assumer, de le prendre par la main et de crier au monde qu'il était mon père. Mais mon orgueil, ma peur d'être réduite à lui, me paralysait. Ce silence était devenu une réponse en soi, une réponse plus cruelle encore que les mots qui allaient en suivre. Et dans ce vide, dans cette attente insoutenable, je sentis que je franchissais déjà un seuil irréversible. Je n'oublierai jamais le goût amer de ces mots sur ma langue. Ils sont sortis de ma bouche comme un poison, froid, tranchant, irrévocable. Je ne le connais pas. Un silence glacial tomba aussitôt, plus violent encore que la musique, qui s'était arrêtée au loin, comme si l'accordéon lui-même s'était figé sous le choc. Les conversations alentour cessèrent une à une. Les rires moururent, et il ne resta plus que ce vide assourdissant autour de moi. Mon père cligna des yeux, incrédule. Pendant un instant, j'ai cru qu'il n'avait pas entendu. Mais son sourire s'effaça lentement, remplacé par une stupeur blessée, une incompréhension brutale. Ses mains glissèrent sur les roues de son fauteuil, comme si toute force venait de l'abandonner. « Tu ne me connais pas ?» murmura-t-il, d'une voix brisée, si basse que seuls les plus proches purent l'entendre. Je baissai les yeux, incapable d'affronter son regard. Les voisins, eux, s'étaient figés. Certains avaient ouvert la bouche, choqués. D'autres se détournaient, mal à l'aise, comme si le simple fait d'être témoin de cette scène les salissait eux aussi. Madame Lemoine, la vieille voisine, me lança un regard indigné. « Mais enfin, ma fille, comment peux-tu dire ça? C'est ton père ?» Son ton n'était plus compatissant, mais accusateur, presque furieux. Je sentis mes jambes trembler. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains se tordaient nerveusement. Je voulais trouver une justification, un mensonge pour alléger ma trahison. Je voulais dire que je ne le connais pas bien, que nous ne sommes pas proches.
Mais rien ne sortit. Rien, sinon ce vide, sinon cette froideur que j'avais moi-même créée. Mon père ne protesta pas. Il ne cria pas, ne pleura pas sur le moment. Il resta là, immobile, ses yeux brillants de larmes retenues. C'était bien plus terrible que n'importe quelle colère. Il avait reçu mes mots comme un coup de couteau en plein cœur, et il s'efforçait encore de ne pas saigner devant tout le monde. Et moi, au milieu de la foule, je me sentais déchiré. Mais je ne revins pas sur mes paroles. L'orgueil, la peur, la honte me clouaient sur place. J'avais choisi le mensonge et il n'y avait plus de retour possible. À peine mes mots prononcés, je vis le visage des voisins se transformer. Ce n'était plus de la curiosité ni de la compassion, mais de la stupeur mêlée à une indignation contenue. Les sourires figés disparurent, remplacés par des sourcils froncés, des regards accusateurs. L'air, déjà lourd, devint irrespirable. Un murmure parcourut la foule comme une onde invisible. Comment peut-elle dire ça? C'est son père. Je le sais depuis toujours. Quelle honte! Les voix se faisaient basses, mais elles portaient jusqu'à moi comme des coups de fouet. Chacun commentait, chacun jugeait, et je sentais leurs paroles s'imprimer dans ma peau comme des brûlures. Madame Lemoine, la première à oser parler tout haut, s'adressa directement à moi, outrée. « Ma fille, tu devrais avoir honte. Ton père s'est sacrifié pour toi. Et toi, tu oses nier son existence ?» Je restais pétrifié, incapable de répondre. Mes lèvres tremblaient, mes yeux fuyaient. Autour de moi, les murmures continuaient, gonflant comme une tempête. Des regards de reproche, des secousses de tête désapprobatrices, et même quelques soupirs de dégoût montèrent de la foule. Mon père, lui, restait silencieux. Son visage était devenu pâle, ses yeux brillaient, mais il ne disait rien. Son mutisme en disait plus long que tous les discours. Il encaissait, seul, l'humiliation que je venais de lui infliger, et son silence résonnait comme un cri étouffé. Je sentais la colère des voisins s'épaissir autour de moi, et plus elle grandissait, plus je m'enfonçais dans mon mensonge. Je me raccrochais à ce choix cruel comme à une planche pour ne pas sombrer. Mais en vérité, j'étais déjà en train de me noyer dans la honte, car ce n'était plus seulement lui que j'avais trahi. C'était moi, mon propre sang, mon propre cœur. Et désormais, tout le quartier était témoin de ma faute. Je revois encore son visage. C'est une image qui ne m'a jamais quitté, gravée dans ma mémoire comme une blessure ouverte. Mon père, assis dans son fauteuil, me regardait sans comprendre. Ses yeux, d'ordinaire si doux, si patients, semblaient soudain éteints. Il avait ce regard d'animal blessé qui ne sait pas pourquoi on l'a frappé, mais qui accepte la douleur sans protester. Son sourire, celui qui m'avait toujours accueilli à chaque retour à la maison, s'était effondré. Sa bouche tremblait, incapable de former un mot. Ses mains, posées sur les roues, se crispèrent un instant, puis retombèrent mollement, comme si elles renonçaient à porter son corps, à porter sa dignité. Je crois qu'il essaya de dire quelque chose, peut-être mon prénom, peut-être un simple « Pourquoi ?» Mais aucun son ne sortit. À la place, un silence terrible, un silence qui criait plus fort que toutes les accusations. Les voisins, eux, observaient ce naufrage. Certains détournèrent le regard, incapables de supporter ce spectacle d'un père rejeté par sa propre fille. D'autres, au contraire, fixèrent la scène, comme s'ils voulaient graver dans leur mémoire ce drame domestique devenu public. J'entendais leur souffle, leurs murmures, mais tout cela disparaissait derrière l'image de mon père, brisé devant moi. Je sentis mon cœur se serrer violemment, mais je n'osais pas bouger. Mon orgueil me clouait sur place, m'empêchait de me jeter à ses pieds, de crier ma honte, de lui demander pardon. J'avais peur de me contredire, peur de m'exposer davantage encore. Alors je restais droite, figée, prisonnière de mon propre mensonge, tandis que lui s'effondrait, pierre après pierre, devant tous.
C'est dans ce visage détruit que je compris, trop tard, la gravité de ma faute. Je venais de réduire en poussière l'amour le plus pur qui m'ait jamais été donné. Devant le visage effondré de mon père, mon esprit, comme pris de vertige, se mit à voyager en arrière. Les images de notre vie commune, de ces années de silence et de sacrifice, jaillirent sans prévenir. Je revis l'homme qu'il avait été avant l'accident, fort, robuste, ses mains couvertes de poussière de ciment, son dos courbé mais solide, bâtissant des murs pour offrir un toit aux autres. Il travaillait du matin au soir, même sous la pluie battante, et chaque billet qu'il gagnait, il le ramenait à la maison avec fierté, pour que je ne manque de rien. Je me souviens des soirs d'hiver, quand il rentrait épuisé, mais s'asseyait à mes côtés pour m'aider à faire mes devoirs. Ses doigts, raides de fatigue, traçaient des lettres tremblantes sur une feuille, juste pour que je comprenne mes leçons. Il disait toujours « Tu iras plus loin que moi, ma fille. Toi, tu ne porteras pas de briques, tu porteras tes rêves. » Puis vint l'accident. Un bruit sourd, un cri, une chute sur le chantier. On me raconta que le silence qui suivit fut plus glaçant que la douleur elle-même. Quand je le revis à l'hôpital, immobile, les jambes bandées, j'étais encore une enfant. Je ne compris pas tout de suite qu'il ne marcherait plus jamais. Mais lui, il le savait déjà. Et pourtant, son premier regard fut pour moi, pas pour ses blessures. Il murmura « Ne t'inquiète pas, ma fille, tout ira bien. » À partir de ce jour, il n'eut plus de rêves pour lui-même. Ses rêves étaient devenus les miens. Il endura la douleur, la dépendance, les humiliations silencieuses, des regards étrangers, sans jamais se plaindre. Je le voyais se lever tôt, préparer mon petit déjeuner, plier mes affaires, même quand chaque geste lui coûtait. Il se privait, il économisait sur tout, pour que je puisse avoir des cahiers neufs, une robe correcte, un peu de dignité dans ce quartier où chaque détail devenait sujet de commérage. Et moi, que faisais-je? Je détournais les yeux. Je fuyais sa tendresse quand elle me mettait mal à l'aise. Je m'irritais de ses attentions comme si elles étaient des chaînes. Pourtant, c'est lui qui s'était enchaîné à sa chaise pour me libérer. Moi, de la pauvreté, du manque, du mépris. Ce soir-là, au milieu des murmures et des regards accusateurs, ses souvenirs m'éclatèrent au visage. Tout ce qu'il avait donné, tout ce qu'il avait perdu pour moi, je venais de le piétiner d'un mot. Je ne le connais pas. Ce mensonge, prononcé pour me sauver des jugements des autres, venait d'effacer une vie entière de sacrifices silencieux. Et en voyant ses yeux noyés de tristesse, je compris que ma trahison ne se limitait pas à une honte passagère. J'avais renié non seulement un homme, mais aussi toute une histoire, toute une mémoire tissée de ses sacrifices et de son amour. Alors que le silence pesait encore, coupé seulement par les murmures indignés, une voix s'éleva, claire et ferme. C'était celle de M. Dupuis, un vieil homme au regard droit, ancien compagnon de chantier de mon père. Lui, plus que quiconque, savait ce que valait cet homme, avant que le sort ne l'abatte. Il s'avança, son verre à la main, et planta ses yeux dans les miens. « Tu ne le connais pas ?» répéta-t-il avec amertume. « Alors permets-moi de te rafraîchir la mémoire, ma petite. Cet homme a construit la moitié des murs que tu vois dans ce quartier. Cet homme s'est brisé le dos pour que toi, tu puisses grandir sous un toit solide, manger à ta faim et aller à l'école avec des chaussures aux pieds. Et tu oses dire que tu ne le connais pas ?» Sa voix vibrait de colère et d'émotion. Autour de lui, les voisins approuvaient de la tête, certains murmurant des « c'est vrai », d'autres levant les yeux au ciel devant ma cruauté. Je sentis mon visage brûler, mes jambes vaciller. Mon père, lui, baissa les yeux. Ce n'était pas de la honte, mais une douleur plus grande encore, celle de voir quelqu'un d'autre devoir le défendre à la place de sa propre fille. M. Dupuis continua, sans pitié. « J'ai vu ton père travailler jour et nuit. Je l'ai vu donner sa jeunesse, sa force, son sang, pour toi. Quand l'accident est arrivé,
Il n'a pas pleuré pour lui, il a pleuré pour toi. Et toi, aujourd'hui, tu le renies devant tout le monde? Quelle fille fait cela? Les mots claquaient, comme des gifles. Chaque phrase était une vérité que je voulais fuir, mais que la foule absorbait avec avidité. Je me sentais mise à nu, exposée dans ma lâcheté. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait éclater, mais je n'osais pas répondre. Une femme, émue, ajouta d'une voix tremblante. On devrait être fier d'un père comme ça, même infirme. Il vaut mieux que bien des hommes debout. Ces paroles achevèrent de me transpercer. Tout le quartier, d'un seul bloc, semblait se ranger derrière lui. Et moi, je restais seul, isolé, enfermé dans le mensonge que j'avais choisi. Je levai furtivement les yeux vers mon père. Il ne me regardait plus. Son visage était tourné vers le sol, comme s'il voulait disparaître. Et c'est peut-être cela qui me fit le plus mal. Il n'attendait plus rien de moi. La tension, jusqu'alors contenue, explosa comme une étincelle dans une poudrière. Les voix qui n'étaient que des murmures se transformèrent en exclamations indignées. Chacun, porté par l'alcool ou par la colère, se mit à commenter à haute voix ce qu'il venait de voir. « C'est inacceptable !» lança Madame Lemoine, rouge de colère. Renier son propre père, devant tout le monde, j'en ai des frissons. Moi je dis qu'il n'y a pas pire honte, ajouta un autre. On ne choisit pas sa famille, mais on ne la rejette pas comme ça. Pauvre homme, tout ce qu'il a fait pour elle, murmurait-on encore. Ces phrases, toutes plus dures les unes que les autres, me tombaient dessus comme une pluie de pierres. J'avais l'impression d'être mise en procès au centre de la place, sous les lampions qui devenaient des projecteurs cruels, révélant chaque trait de mon visage crispé. Mon père, lui, essayait encore de calmer la tempête. « S'il vous plaît, ne la jugez pas trop vite, dit-il d'une voix tremblante. C'est ma fille. » Mais cette défense, au lieu de m'apaiser, me transperça encore plus profondément. Même humilié, même trahi, il cherchait encore à me protéger. M. Dupuis, le vieil ouvrier, ne décolérait pas. « Non, Delmas, tu n'as pas à la défendre. C'est elle qui devrait se lever devant nous tous et dire la vérité. Elle devrait dire qu'elle a honte, mais pas de toi. Honte d'elle-même. » Des applaudissements éclatèrent parmi certains voisins, comme pour souligner l'évidence de ces paroles. Le vacarme grandissait, les voix s'entrechoquaient, et je sentais ma gorge se serrer. Je voulais crier, me justifier, expliquer que je n'avais pas voulu ça, mais aucun mot ne sortait. Je voyais les visages en colère, les doigts pointés, et au milieu de tout cela, mon père, affaissé dans son fauteuil, ses épaules voûtées comme si le poids du monde s'était abattu sur lui. La fête avait perdu toute sa légèreté. Elle n'était plus qu'un tribunal à ciel ouvert, et j'étais l'accusé, jugé non seulement par mes voisins, mais par ma propre conscience. Et au-dessus de tout, une vérité implacable planait. Je venais de détruire, par peur et par orgueil, le lien le plus sacré qui soit. Je crois que le moment le plus terrible fut celui-là. Jusqu'alors, mon père avait tout encaissé en silence. Mes mots cruels, les murmures des voisins, la colère qui s'enflait autour de nous. Il s'était tenu droit, du moins autant qu'il le pouvait dans son fauteuil, comme pour garder une dignité fragile face au monde. Mais à cet instant, je vis son visage se briser pour de bon. Ses yeux, que j'avais toujours connus patients et lumineux malgré la souffrance, se remplirent de larmes. Il tenta de les retenir, comme il l'avait fait toute sa vie pour ne pas m'inquiéter, pour ne pas montrer sa faiblesse. Mais elles débordèrent, roulèrent lentement sur ses joues marquées par le temps. Ce n'étaient pas de simples larmes de douleur, c'étaient des larmes d'humiliation, des larmes qu'un père ne devrait jamais avoir à verser devant sa propre fille. Il porta une main tremblante à son visage, cherchant à cacher ce naufrage.
mais le geste ne fit que souligner sa détresse. Ses épaules se mirent à secouer légèrement. Son souffle devint court. Tout le monde le voyait. Tout le monde voyait l'homme digne, discret, qui avait supporté tant d'épreuves, se briser là, en plein milieu de la fête, sous les lampions qui brillaient comme des témoins cruels. « Mon Dieu !» murmura une voisine en détournant les yeux, incapable de supporter la scène. « Pauvre homme !» ajouta un autre, la voix étranglée. Ces mots résonnaient autour de moi, mais c'était son visage que je ne pouvais quitter. J'avais toujours cru que mon père était incassable, que rien ne pouvait atteindre sa patience. Et voilà que je le voyais effondré, réduit à des sanglots qu'il essayait encore d'étouffer par orgueil. Mon cœur me criait de courir vers lui, de poser mes mains sur les siennes, de lui dire que j'avais menti, que j'étais folle, que je n'étais pas digne de lui. Mais mes jambes restaient figées, rivées au sol par la peur, par l'orgueil, par cette incapacité à me contredire devant tous. Alors je restais là, spectatrice de sa honte, bourreau silencieux de l'homme qui m'avait tout donné. Ce soir-là, ses larmes tombèrent comme un verdict. Et chaque goutte qui roulait sur ses joues me rappelait que je venais de commettre une faute qu'aucune excuse ne pourrait jamais réparer. J'aurais pu, à ce moment-là, tout arrêter. J'aurais pu me jeter à ses pieds, serrer ses mains tremblantes et crier devant tous « Pardonne-moi, papa, je suis folle, je suis lâche ». J'aurais pu sauver ce qu'il restait de son cœur. Mais non. Mon orgueil, cette prison invisible, m'empêcha de bouger. Les larmes de mon père ruisselaient encore, mais je détournais les yeux, fixant un point dans la foule comme si je ne le voyais pas. Je sentais les regards brûlants des voisins sur moi, attendant une réaction, un mot, une rédemption. Mais au lieu de cela, je choisis la pire des voies, le déni obstiné. Je vous dis que je ne le connais pas, répétai-je d'une voix plus ferme, presque glaciale. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains reculèrent, stupéfaits de ma cruauté. D'autres, outrés, laissèrent échapper des exclamations indignées. « Quelle honte ! C'est monstrueux !» Mon père sursauta légèrement à mes mots, comme si un nouveau coup venait de s'abattre sur lui. Ses larmes cessèrent de couler. À la place, son visage se figea dans une expression de vide absolu, comme si plus rien n'avait d'importance. Il ne tenta même plus de parler. Son silence devint un abîme dans lequel je me noyais. Je voulais croire que persister me protégerait, que nier jusqu'au bout m'éviterait d'être écrasé par la pitié des autres. Mais je sentais bien que c'était l'inverse qui se produisait. Plus je parlais, plus je m'enfonçais. Les voisins me regardaient désormais non plus comme une victime de la honte d'un père infirme, mais comme une bourrelle, une fille ingrate, presque inhumaine. Madame Lemoine secoua la tête avec dégoût. « Tu n'as pas seulement trahi ton père, tu t'es trahi toi-même. Nous ne t'oublierons pas. » Ces paroles résonnèrent comme une condamnation. Et pourtant, je ne cédais pas. Prisonnière de mes propres mensonges, je restais droite, immobile, feignant une indifférence que je ne ressentais pas. À l'intérieur, mon cœur saignait. Mais à l'extérieur, je persistais à nier, comme si ce masque cruel pouvait encore me sauver. J'aurais pu, à ce moment-là, tout arrêter. J'aurais pu me jeter à ses pieds, serrer ses mains tremblantes et crier devant tous « Pardonne-moi, papa, je suis folle, je suis lâche ». J'aurais pu sauver ce qu'il restait de son cœur. Mais non. Mon orgueil, cette prison invisible, m'empêcha de bouger. Les larmes de mon père ruisselaient encore, mais je détournais les yeux, fixant un point dans la foule comme si je ne le voyais pas. Je sentais les regards brûlants des voisins sur moi, attendant une réaction, un mot, une rédemption. Mais au lieu de cela, je choisis la pire des voies, le déni obstiné. Je vous dis que je ne le connais pas, répétai-je d'une voix plus ferme, presque glaciale.
Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains reculèrent, stupéfaits de ma cruauté. D'autres, outrés, laissèrent échapper des exclamations indignées. « Quelle honte! C'est monstrueux !» Mon père sursauta légèrement à mes mots, comme si un nouveau coup venait de s'abattre sur lui. Ses larmes cessèrent de couler. À la place, son visage se figea dans une expression de vide absolu, comme si plus rien n'avait d'importance. Il ne tenta même plus de parler. Son silence devint un abîme dans lequel je me noyais. Je voulais croire que persister me protégerait, que nier jusqu'au bout m'éviterait d'être écrasé par la pitié des autres. Mais je sentais bien que c'était l'inverse qui se produisait. Plus je parlais, plus je m'enfonçais. Les voisins me regardaient désormais non plus comme une victime de la honte d'un père infirme, mais comme une bourrelle, une fille ingrate, presque inhumaine. Madame Lemoine secoua la tête avec dégoût. « Tu n'as pas seulement trahi ton père, tu t'es trahi toi-même. Nous ne t'oublierons pas. » Ces paroles résonnèrent comme une condamnation. Et pourtant, je ne cédais pas. Prisonnière de mes propres mensonges, je restais droite, immobile, feignant une indifférence que je ne ressentais pas. À l'intérieur, mon cœur saignait. Mais à l'extérieur, je persistais à nier, comme si ce masque cruel pouvait encore me sauver. La fête, qui quelques instants plus tôt résonnait de musiques entraînantes et de rires légers, me parut soudain étrangère, glaciale. Les guirlandes lumineuses continuaient de briller au-dessus de la place. Les enfants couraient encore, les verres tintaient. Mais tout cela se déroulait désormais sans moi, comme si j'avais cessé d'exister. Je me tenais là, figé, au milieu de la foule qui s'était écartée. Une barrière invisible m'entourait, un cercle de vide que personne n'osait franchir. Les conversations reprenaient autour de moi, mais elles m'excluaient volontairement. Les regards glissaient sur moi comme sur une tâche qu'on préfère ignorer. Le pire n'était pas la colère, mais ce silence volontaire, cette manière de me nier, comme je venais de nier mon propre père. Mon cœur battait douloureusement dans ma poitrine. Je sentais mes jambes vaciller sous ma robe ivoire, qui quelques heures plus tôt me paraissait une armure de beauté et qui maintenant n'était plus qu'un costume ridicule. Chaque rire qui éclatait au loin me transperçait comme un rappel cruel. La fête continuait, mais sans moi. Je tournai la tête vers mon père. Il ne cherchait plus à me rejoindre. Son fauteuil était légèrement reculé, presque au bord de l'ombre, comme s'il voulait disparaître, se fondre dans l'obscurité pour épargner aux autres le spectacle de sa douleur. Son visage restait fermé, impénétrable, mais je savais qu'à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Je voulus avancer, lui dire un mot, mais mes pieds restèrent cloués au sol. L'orgueil, toujours, m'enchaînait. Et plus je tardais, plus le vide autour de moi se faisait glacial. Je n'étais plus une invitée à cette fête. J'étais un fantôme, un paria, que chacun feignait d'ignorer, mais que tout le monde jugeait en silence. Ce fut la première fois de ma vie que je compris ce que signifiait la vraie solitude. Être entouré de 100 personnes, et pourtant se sentir plus seul qu'au milieu d'un désert. Je l'ai vu bouger, presque sans un bruit. Mon père, jusque-là immobile dans l'ombre, posa lentement ses mains tremblantes sur les roues de son fauteuil. Pas un mot, pas un regard vers moi. Il avança d'un mouvement hésitant, mais décidé, fendant la foule qui s'écartait avec une gêne palpable, comme si chacun comprenait qu'il fallait le laisser passer. Les conversations s'éteignirent un instant à son passage. Certains baissèrent les yeux, honteux d'avoir assisté à une telle scène. D'autres, au contraire, le fixaient avec une compassion muette. Personne n'osa lui adresser un mot. Le silence de son départ avait plus de poids que toutes les accusations, que toutes les larmes. Je voulais crier « Papa, attends !» mais ma gorge resta nouée. Les mots s'étranglaient avant même de franchir mes lèvres. J'étais figé, comme pétrifié par ma propre faute. Alors je le regardais s'éloigner, sa silhouette fragile se détachant sous les lampions. Chaque tour de roue
marquant une distance de plus entre lui et moi. Il passa devant M. Dupuis, qui murmura à mi-voix sans qu'il s'arrête. « Tu ne méritais pas ça, Delmas. » Mon père ne répondit pas. Son silence était sa seule dignité, sa seule arme. Il quitta la place comme un exilé, sans fracas, sans colère, seulement avec ce mutisme qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. Et quand il disparut au détour de la rue, avalé par l'obscurité, j'eus l'impression qu'une partie de moi s'en allait avec lui. Pour la première fois, la fête n'avait plus aucun sens. Les guirlandes, la musique, les rires, tout cela me paraissait faux, indécent. J'avais laissé partir l'homme qui m'avait donné tout ce qu'il avait, et je l'avais laissé partir seul, humilié, détruit. À cet instant, je sus qu'aucune joie de cette soirée ne pourrait combler le vide qu'il laissait derrière lui. Un vide que je m'étais moi-même infligé. Quand mon père disparut dans l'ombre de la rue, j'eus soudain la sensation qu'un gouffre s'ouvrait sous mes pieds. Tout autour, la fête reprenait son cours comme si de rien n'était. La musique s'élevait de nouveau, les rires éclataient par vagues, les verres tintaient au-dessus des tables. Mais pour moi, ces sons n'étaient plus que des échos lointains, comme venus d'un autre monde. Je me tenais droite, figée, mais à l'intérieur je m'écroulais. Une chaleur étouffante montait dans ma poitrine, mêlée de honte et de culpabilité. Mes mains tremblaient, mes lèvres se pinçaient, et je sentais que je n'étais plus capable de respirer normalement. Chaque respiration était lourde, douloureuse, comme si l'air lui-même me jugeait. Je croisai par hasard le regard de Madame Lemoine. Elle secoua lentement la tête, ses yeux remplis d'un mépris glacé. Plus loin, un jeune du quartier me lança un regard qui oscillait entre le dégoût et la pitié. Tous, sans exception, avaient retenu la scène. Tous savaient que je venais de commettre l'impardonnable. C'est alors que les souvenirs revinrent, plus violents encore. Le jour où il m'avait appris à faire du vélo, courant derrière moi malgré ses jambes déjà douloureuses, les nuits où il restait éveillé à mes côtés quand j'avais de la fièvre, les matins où il m'attendait, un bol de chocolat chaud à la main avant l'école. Tous ces gestes d'amour patient et silencieux m'assaillaient, et chacun d'eux me giflait. Je murmurais pour moi-même, presque inaudible. Qu'ai-je fait? Mais personne ne répondit. Et même si quelqu'un l'avait fait, aucune parole n'aurait pu alléger ce fardeau. Car la vérité s'imposait déjà en moi. Je venais de trahir l'homme qui m'avait le plus aimé, et désormais, je ne pouvais plus effacer ce qui avait été dit. La honte ne pesait plus seulement sur mes épaules. Elle s'était logée dans mes entrailles, prête à me hanter à chaque instant de ma vie. Quand je rentrais ce soir-là, la fête battait encore son plein au loin, mais pour moi, tout était déjà fini. La rue semblait plus sombre qu'à l'accoutumée, comme si les lampadaires eux-mêmes refusaient d'éclairer mon chemin. J'avançais d'un pas hésitant, le cœur lourd, redoutant le moment où j'allais pousser la porte de notre appartement. Il était là, assis dans son fauteuil, immobile, les yeux fixés sur le vide. La lumière jaune de la lampe de chevet projetait sur son visage des ombres profondes. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en une seule soirée. Le bruit de la clé dans la serrure ne le fit même pas sursauter. « Papa !» soufflai-je d'une voix tremblante. Il tourna lentement la tête vers moi. Son regard n'était plus le même. Ce n'était pas de la colère, ni même du reproche. C'était pire. C'était une absence, une sorte de vide douloureux, comme si quelque chose s'était éteint à jamais entre nous. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Un mot, un seul. Mais il contenait tout. L'incompréhension, la blessure, l'appel désespéré à une explication qui pourrait lui rendre un peu de paix. Je m'approchais, mes jambes faibles, et balbutiais. « Je ne voulais pas. C'est sorti tout seul. J'avais peur. » Il secoua la tête, lentement, tristement. « Tu avais peur. De quoi? De moi ?»
de mon fauteuil, de ce que les autres pensent. Sa voix tremblait, mais chaque syllabe me frappait comme une gifle. Je me mis à pleurer, les mains crispées sur ma robe ivoire, qui désormais me semblait dérisoire. « Je suis désolé, papa, je suis désolé. » Il ferma les yeux, laissant échapper un long soupir. « Je t'ai tout donné, tout ce que je pouvais, même quand je n'avais plus rien. Je me suis effacé pour que tu vives. Et ce soir, tu m'as effacé à ton tour. Mais devant tout le monde, je m'effondrai à ses pieds, posant ma tête sur ses genoux immobiles. Mes larmes mouillèrent son pantalon, mais il ne bougea pas. Sa main, d'ordinaire si prompte à se poser sur ma tête pour m'apaiser, resta inerte sur la coudoir. Ce silence me détruisait plus encore que des cris. J'aurais préféré qu'il m'insulte, qu'il me rejette. Mais il n'avait plus la force. Ce qu'il y avait entre nous, ce lien secret tissé d'amour et de patience, s'était brisé d'un seul mot que rien ne pouvait effacer. Et dans ce silence, je compris que ma faute ne se jouait plus seulement aux yeux des voisins. Elle s'était gravée dans le cœur de mon père, et désormais dans le mien. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Assise au pied de son fauteuil, je continuais de pleurer, à voix basse, répétant sans cesse les mêmes mots comme une prière. « Pardonne-moi, papa. Je ne voulais pas. Je t'en supplie. Pardonne-moi. » Mais lui ne disait presque rien. Il restait immobile, les yeux fixés vers la fenêtre où filtrait une lumière blafarde de réverbère. Ce silence était plus cruel que 1000 reproches. Je sentais qu'il m'écoutait, qu'il entendait mes sanglots. Mais quelque chose en lui s'était fermé, comme une porte qu'on avait claquée de l'intérieur et dont la clé avait disparu. À un moment, il souffla seulement, d'une voix éteinte. « On ne revient pas en arrière, ma fille. Les mots, ça reste. » Cette phrase m'acheva, car je compris alors qu'aucune larme, aucun cri, aucune justification ne pourrait effacer ce que j'avais dit devant tout le quartier. J'avais gravé dans sa chair une blessure que rien ne refermerait. J'essayais de me raccrocher à ses sacrifices, à son amour d'autrefois. Je me mis à énumérer, entre deux sanglots, les souvenirs de lui qui m'avaient reconstruite. Tu m'as appris à lire, tu m'as donné tout ce que tu avais. Tu as veillé sur moi quand j'étais malade. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, papa. Ses yeux s'embuèrent de nouveau, mais il détourna la tête. Aimer, c'est assumer, pas cacher, pas renier. Ce soir, tu m'as renié. Et ça, je n'arrive pas à l'oublier. Sa voix se brisa sur la fin, et ce fut pire qu'un cri. J'aurais voulu qu'il explose, qu'il me rejette violemment, mais il ne faisait que constater, calmement, que le lien était brisé. Je m'accrochais à ses mains, cherchant un geste, une chaleur. Mais ses doigts restaient froids, inertes, comme si le courant qui nous reliait avait été définitivement coupé. Et dans cette immobilité, je sentis la vérité s'abattre. J'étais en train de perdre mon père, non pas à cause de son corps fragile, mais à cause de ma propre lâcheté. C'est ainsi que, cette nuit-là, je compris ce que signifiait une douleur irréparable. Crier pardon face à un cœur qui ne peut plus l'entendre. Aujourd'hui, des années ont passé. Mais chaque mot prononcé cette nuit-là continue de résonner en moi comme une condamnation éternelle. J'ai poursuivi ma route. J'ai grandi. J'ai appris à me construire une vie d'adulte. Mais rien n'a jamais effacé cette scène sur la place du quartier, sous les lampions, devant les voisins, devant le monde. Car ce soir-là, j'ai trahi l'homme qui m'avait tout donné. J'ai renié celui qui m'avait aimé d'un amour sans condition, celui qui avait sacrifié sa force, sa liberté, sa dignité pour que je puisse exister. Et je l'ai effacé d'un seul mot, lâché comme une arme. Je ne le connais pas. J'ai compris trop tard que la honte que je voulais fuir était bien moins lourde que celle que je porte désormais. La honte d'avoir choisi l'orgueil au lieu de l'amour. La honte d'avoir cherché l'approbation des autres en
écrasant celui qui m'avait porté toute sa vie. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour susciter la pitié, c'est pour avertir, pour dire à ceux qui m'écoutent que rien n'est plus précieux que l'amour d'un parent. Les regards des voisins, leurs jugements, leurs murmures, tout cela disparaît avec le temps. Mais le regard d'un père blessé, lui, reste gravé à jamais dans le cœur. Ne commettez pas l'erreur que j'ai faite. Ne laissez pas la peur du regard des autres vous pousser à trahir ceux qui vous aiment véritablement. Les sacrifices silencieux, les gestes simples, les mains qui se tendent, ce sont là les trésors qu'aucune reconnaissance publique ne remplacera jamais. Moi, j'ai appris cette leçon dans la douleur, dans l'irréparable. Vous, vous pouvez l'apprendre dans la sagesse. Ne laissez pas la honte vous aveugler, ne laissez pas l'orgueil vous séparer de vos racines. Car au bout du compte, il n'y a rien de plus cruel que de se dire « trop tard ». J'aurais pu l'aimer au grand jour, et je ne l'ai pas fait.